technologie. On va commencer aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu, je vais le grossir. Donc, univers technologique, là, on a trois grandes catégories. On a l'ingénierie mécanique qui va vraiment parler de mouvement entre des pièces et mouvement des objets. L'ingénierie électrique, ce sont surtout les commandes dans des circuits électriques, donc à quoi servent les différentes pièces d'un circuit électrique. Et les matériaux, là, on va parler de contraintes, donc de forces appliquées sur des matériaux, des caractéristiques, donc des propriétés mécaniques et des types de matériaux, donc des propriétés. On va commencer aujourd'hui avec, wow, beaucoup d'éléments ici. OK, on va se placer. OK, excusez, je relisais des vieilles affaires. Merveilleux. On va se placer ici. Et on va commencer avec les liaisons. Donc, dans les liaisons, on a 4 catégories de liaisons. Puis on va les décortiquer ensemble. Première catégorie, c'est est-ce que ma liaison, elle est indirecte ou directe? Donc, quand on parle de liaison indirecte, c'est qu'on a un objet supplémentaire qui va lier nos deux parties ensemble. Donc, par exemple, dans l'épingle à linge que vous avez ici à l'écran, les deux parties en bois sont liées par un ressort. Donc, la liaison entre les deux parties en bois, elle est indirecte. Cependant, la liaison entre une partie en bois et le ressort, elle serait directe. Donc, j'aurais rien qui relie en fait, le ressort est directement lié au bois. Donc, cette partie-là serait directe. Mais entre les deux composantes de bois, ils sont liés par le ressort. Donc, les deux composantes de bois, c'est indirect. Donc, un autre exemple d'un objet où est-ce que la liaison serait indirecte, bien, en fait, ça pourrait être n'importe quel objet, par exemple, dans lequel il y a une vis. Donc, si ici, là, j'ai deux parties de bois qui sont liées ensemble, puis sont liées par une vis, bien, ça veut dire qu'on a une liaison indirecte parce que c'est la vis qui permet à ces deux objets-là d'être liés ensemble. Donc, un exemple de liaison directe, si j'ai un crayon... Oh, wow! Je pas ça. Donc, si j'ai un crayon avec un bouchon de crayon dessus, et je ne touche pas mon plus beau crayon, donc la liaison entre le bouchon et le crayon, elle est directe parce qu'il n'y a rien d'autre qui relie le bouchon au crayon. Donc ici, on aurait une liaison qui est directe. Ensuite, deuxième catégorie, on peut parler d'une liaison qui est élastique ou d'une liaison qui est rigide. Donc, quand on parle de liaison élastique, c'est vraiment que la pièce, elle est élastique. Donc, elle peut reprendre sa forme. C'est vraiment ça la clé. Donc, par exemple, dans ce qui est ici à l'écran, le ressort, il est élastique parce qu'on va pouvoir le comprimer, puis quand on va le relâcher, il va prendre sa forme. Ou encore, dans l'exemple qu'on avait fait, là, on avait comme un support à batterie avec des petites pattes là, comme ça qui retenaient le support à batterie sur le distributeur de moulé, il me semble, un truc comme ça. Là. Bien, ça, c'est élastique parce que dans le fond, je peux jouer avec mes petites pattes de plastique. Puis quand je vais les relâcher, ils vont reprendre leur place. Donc, j'ai comme une espèce de jeu dans la pièce. Je peux comme faire bouger un petit peu ma pièce qui va me permettre de, par exemple, sortir une autre pièce ou de faire bouger les pièces ensemble. Donc, il y a une élasticité. Quand c'est rigide, ben c'est qu'il n'y a pas cette élasticité-là. Donc, c'est le cas de tout ce qui est soudé ensemble. Donc, encore une fois, mon bout de bois vissé dans quelque chose, c'est rigide. Donc, c'est pas fait pour comme plier puis avoir un jeu. Ou encore, le bouchon sur mon crayon, c'est rigide aussi parce que c'est pas fait là, pour que ça plie, que le bouchon plie nécessairement. Donc, quand c'est élastique, c'est que la pièce va être élastique. Ensuite, on a démontable ou indémontable. Donc, la clé pour comprendre ces deux caractéristiques-là, c'est quand c'est démontable, c'est qu'en fait, tu peux retirer une partie et ton objet fonctionne quand même.
Même exemple que tantôt, j'ai un bouchon avec un crayon. Donc, le bouchon, il est fait pour être retiré du crayon. Quand je retire mon bouchon du crayon, mon crayon, il fonctionne quand même. C'est des crayons les plus laids au monde, là. Donc, mon crayon, là, il fonctionne quand même. Il est fait pour ça. À l'inverse, si j'ai une petite table avec des pattes, franchement, mes talents en dessin, aujourd'hui, c'est pas fameux. J'ai une petite table avec des pattes, ben, cette petite table-là et ces pattes-là, la liaison, elle est indémontable. Parce que c'est pas fait pour être retiré et remis. Donc, la liaison, elle est faite pour que mon objet reste en place ensemble. Si je lui enlève ses pattes, surtout s'ils sont soudés, je vais l'écrire, là, les pattes sont soudées. C'est une table, ceci est en métal. Mais si j'enlève les pattes, ma table, elle est cassée, donc ça ne fonctionne plus. Autre exemple, j'ai une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux comme ça. Puis là, ici, là, au centre de ma paire de ciseaux, c'est un rivet. Ben, mon rivet, il n'est pas fait pour être cassé. Il n'est pas fait pour être enlevé et remis. Ça veut dire que cette liaison-là, elle serait indémontable. Et finalement, on a partielle ou complète. Donc, quand on a une liaison qui est partielle, c'est que la liaison, elle permet un mouvement. Donc, à l'inverse, là, on ne parle pas là, de élastique ou rigide. Là, on parle vraiment de permettre un mouvement. Donc, par exemple, si j'ai une petite brocheuse comme ça, j'ai une liaison qui va lier mes deux pièces de ma brocheuse. Cette liaison-là, elle est partielle parce qu'elle permet à ma brocheuse, des deux parties de ma brocheuse, de bouger l'une par rapport à l'autre. Okay? Cette liaison-là, ici, elle serait partielle. Elle serait rigide parce que cette partie-là, c'est pas élastique, c'est dur. Elle serait indémontable parce qu'elle n'est pas faite pour être enlevée et retirée. Et elle serait, en fait, là, cette liaison-là ferait que entre mes deux pièces ici, c'est une liaison qui est indirecte parce que j'aurais cette pièce-là supplémentaire qui me permettrait de faire bouger mes deux parties de ma brocheuse l'une sur l'autre. Quand j'ai une liaison qui est complète, c'est qu'on ne permet pas un mouvement. Donc, encore une fois, ici, j'ai une petite table. Donc, ma petite table, les deux pattes qui sont liées ensemble, c'est une liaison qui est complète parce que l'objectif, c'est pas que la patte, elle bouge par rapport à l'autre. OK? À l'inverse, ici, là, devant moi, j'ai un petit tabouret. Il est fait comme ça. Puis là, il y a une partie ici. Puis là, il y a des pattes comme ça. Puis là, mon petit tabouret, là, je peux le visser puis je peux le dévisser. Donc, je peux le monter comme ceci vers le haut ou je peux le descendre vers le bas. Donc, cette liaison-là qui relie le tabouret aux pattes, elle est partielle parce qu'elle permet un mouvement de mon petit tabouret. Maintenant, fonction de guidage. Bon, les guidages, qu'est-ce que c'est? Les guidages, en fait, là, ce sont des parties dans un objet technique qui vont permettre un mouvement. Donc, ça veut dire que quand vous voyez un guidage, c'est sûr que c'est une liaison qui est partielle. Donc, on a trois types de guidage. Premier guidage, je vais écrire celui que je viens de dessiner. C'est le guidage qui est hélicoïdal. Donc, le guidage hélicoïdal, il permet à ce que mes parties, mes deux sections de mon objet, fassent un mouvement hélicoïdal. Ça veut dire qu'ils vont tourner, ils vont faire une rotation et en même temps une translation. Le meilleur exemple de ça, c'est tout ce qui est vis, ce qui est bouchon. Tu sais, un bouchon là, sur une bouteille, là, quand tu vas le tourner, là, puis qui va tourner à travers les petits filets du bouchon, il va aussi monter dans les airs, ou il va aussi descendre vers le bas. Donc, il va faire les deux mouvements ensemble. C'est ça le mouvement hélicoïdal. Fait que mon petit tabouret, là, quand je le tourne comme ça ici, il va comme monter sur sa vis. Puis là, je vais pouvoir avoir différentes hauteurs de mon petit tabouret. Fait que c'est pour ça que c'est un guidage hélicoïdal.
Le guidage, il est à l'endroit où est-ce qu'il y a le trou qui relie l'espèce de vis du tabouret, puis la partie ici, là, où est-ce qu'il y a un trou dedans. Ensuite, j'ai des guidages en rotation. Les guidages en rotation, on en voit très souvent dans les objets techniques. Donc, par exemple, le guidage en rotation va permettre à mes deux lames de ciseaux ici de tourner l'une par rapport à l'autre. Encore un autre exemple. Ici, j'ai un interrupteur. Bon, c'est pas super clair comme dessin. Puis c'est vraiment un interrupteur que je voulais dessiner. Mais l'interrupteur, là, il peut tourner comme ça par rapport au mur. Donc, c'est aussi un guidage en rotation. Autre exemple, les charnières d'une porte. Donc, les charnières, c'est ce qui vont tenir la porte dans le cadre de porte comme ça. Ils vont permettre à la porte de ouvrir et fermer. Puis elle va tourner, là, on dit tourner sur ses gonds. Donc, tourner, c'est un guidage en rotation. Rotation, là, c'est vraiment le mot qu'il faut que tu utilises quand tu parles de mouvement qui tourne dans tes analyses technologiques. Finalement, le dernier guidage, c'est le guidage en translation. Donc, le guidage en translation, il permet à ma pièce de se déplacer en translation. Donc, par exemple, j'essaie de me forcer, là. Wow. Ceci est un stylo. Donc, la partie là où est-ce que le bouchon va entrer et sortir du stylo, ça, c'est un guidage en translation. Il y a aussi un guidage en translation à l'endroit où est-ce que la mine de mon stylo va rentrer puis sortir. Translation aussi. Autre exemple, j'ai une commode avec des tiroirs. Puis là, les tiroirs, je peux les ouvrir et les fermer. C'est un guidage en translation. Donc, si je fais mon petit tiroir de côté, là, on verrait comme ça ici. Puis là, on verrait par exemple un espèce de rail qui va le faire rentrer dans la commode. Donc ça, c'est un guidage en translation. Ça pourrait être aussi une porte patio. Porte patio qui va glisser à l'intérieur comme ça, ici. Tout ce qui va glisser, ou encore des fenêtres à charnière. Tu sais, des fenêtres là, comme ça que tu vas pouvoir monter ou descendre. Tout ça, c'est des exemples de guidage en translation. Merveilleux. On continue. Construction et particularité du mouvement des systèmes de transmission de mouvement. Donc, on a plusieurs systèmes. On a roue de friction, poulie et courroie, engrenage, roue dentée et chaîne et roue et vis sans fin. Donc, on va venir les regarder ici. Transmission de mouvement. Donc, les objectifs des transmissions de mouvement, c'est de partir d'un mouvement de rotation vers un autre mouvement de rotation. Donc, souvent dans les transmissions de mouvement, il y a plusieurs objectifs. Soit on veut inverser le mouvement, soit on veut changer la vitesse du mouvement de rotation, ou encore on veut qu'une pièce plus loin dans notre objet technologique puisse faire le même mouvement. Donc, premier système de transmission de mouvement, ce sont les roues de friction. Donc, les roues de friction, elles sont réversibles. Réversible, ça veut dire que le mouvement peut partir de l'organe moteur vers l'organe mené, mais que chacune des deux roues de friction pourrait être l'organe moteur ou l'organe mené. Donc, ça veut dire concrètement là, que je pourrais avoir une manivelle sur cette roue de friction-là, tourner la roue de friction, puis ça ferait tourner celle-là. Ou encore avoir une manivelle sur celle-là qui ferait tourner celle-là. Réversible, ça veut dire que l'un ou l'autre des organes peuvent être l'organe moteur. Réversible, ça ne veut pas dire que l'objet peut aller dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est bidirectionnel. C'est pas la même chose. Donc, roue de friction, c'est deux roues là, qui vont être collées l'une sur l'autre, puis il va y avoir de la friction. Ensuite, on a poulie et courroie. Donc, ce sont des poulies. Souvent, il va y avoir un petit creux dans la poulie où va s'insérer la courroie. Et c'est comme la roue de friction, c'est juste qu'on a un organe qui est intermédiaire.
L'avantage de poulie et courroie, c'est que je peux avoir seulement 2 poulies puis avoir une transmission de mouvement dans le même sens. Tandis que roue de friction, ça va inverser le sens. Les, les poulies qui seraient situées à l'extérieur de ici là, de ma courroie tourneraient dans le sens inverse. Et c'est un système de transmission qui est réversible. Ensuite, j'ai les roues dentées, ou encore ce qu'on pourrait appeler là, des engrenages. Donc, eux autres fonctionnent comme les roues de friction. Donc, on va insérer là, les dents une dans l'autre, qui va les faire tourner à sens inverse. Les roues dentées nous permettent quand même un bon changement de vitesse. C'est aussi un mouvement qui est réversible. Et j'ai les chaînes et roues dentées. Donc, ça veut dire que ça, c'est comme les poulies et les courroies. Dans quelle situation est-ce que je pourrais avoir un mouvement qui est réversible dans poulie et courroie ou chaîne et roue dentée? Bien, dans le cas de poulie et courroie, là, ça pourrait être une corde à linge. Donc, tu peux tirer sur la corde, ça va faire tourner les poulies, ou tu peux tourner les poulies, puis ça va faire voyager la corde, dans le cas de la corde à linge. Donc, c'est pour ça que c'est réversible. Dans le cas de chaîne et roue dentée, ça pourrait être, tu dois tourner la chaîne, la roue dentée de ton vélo pour que ta chaîne tourne, mais tu pourrais aussi, si tu le fais dans le bon sens, tourner, tirer fort sur la chaîne et tu pourrais faire tourner les roues dentées. Donc, pas nécessairement dans tous les objets, là, mais ce système de transmission de mouvement-là a la capacité de le faire. Et finalement, on a la vis sans fin et les roues dentées. Donc, la vis sans fin peut tourner d'un côté et de l'autre et elle va faire tourner la roue dentée, mais c'est seulement la vis sans fin qui peut faire tourner la roue dentée. La roue dentée ne peut pas faire tourner la roue sans fin. Donc, la vis sans fin. Donc, c'est un mouvement qui est irréversible. Ensuite, on a des systèmes qui font de la transformation de mouvement. Donc, transformation, ça veut dire qu'on part, par exemple, d'un mouvement de translation vers un mouvement de rotation ou vice-versa. Donc, premièrement, on a pignon et crémaillère, qui sont ces deux objets ici. Ensuite, on a la bielle et la manivelle. Donc, je vais avoir ici là, une espèce de corde. Ça peut soit être une courroie ou soit être un mouvement, un objet qui est plus solide, qui va être attaché sur cette partie-ci, qui va tourner et en tournant, va actionner vers la gauche et vers la droite la partie qui est là. C'est un mouvement qui est réversible. Ensuite, j'ai la vis et l'écrou. Donc, je peux faire tourner la vis dans un sens ou dans l'autre pour faire... non, en fait, c'est l'inverse. Je vais faire tourner l'écrou qui va faire avancer ou reculer la vis. C'est un système qui est irréversible. Donc, je ne peux pas utiliser l'autre partie, donc je ne pourrais pas tourner la vis pour faire voyager l'écrou. Ensuite, j'ai la vis sans fin et la crémaillère qui ressemblent beaucoup à la vis sans fin et les roues dentées. Mais là, je vais passer de rotation à translation. Et finalement, j'ai came et galet. Donc, je vais avoir ici cette partie-là qui va monter et descendre, qui va tourner sur elle-même. Puis comme le cercle est en forme de cône, ça va faire monter et descendre l'espèce de petit piston qui est ici. Donc, c'est irréversible. Je ne peux pas faire monter et descendre le piston pour faire tourner la partie ronde qui est là. C'est impossible. Bon, ensuite, changement de vitesse maintenant. Ah oui, super. Ils sont ici. Donc, quand il y a une diminution de vitesse si le mouvement est transmis d'une petite roue vers une grande roue. Donc, si ma petite roue, elle tourne et elle fait tourner une grande roue, le mouvement à la fin va être moins rapide. Pourquoi? Parce que ça va prendre, par exemple, 1 seconde à la petite roue à faire un tour, mais comme la grande roue, elle a plus de dents, ça va lui prendre plus de temps à faire un tour. Donc, la vitesse, elle va être moins grande. À l'inverse, si j'ai une grande roue qui fait tourner une petite roue,
on va augmenter la vitesse parce qu'à chaque fois que la grande roue va faire un tour, la petite va en faire peut-être un, deux ou trois tours ou peut-être plus même. Donc, la petite roue, elle va tourner beaucoup plus vite. Comment est-ce qu'on peut faire pour calculer ce rapport-là? Bien, par exemple, je peux utiliser le rapport qui est ici. Je vais compter le nombre de dents de la roue menante. La roue menante, c'est l'objet moteur, l'organe moteur sur lequel on a le mouvement initial, sur le nombre de dents de la roue menée. Ça, c'est comme l'objet, l'organe mené, c'est l'objet qu'on va vouloir faire tourner après, à la fin de notre chaîne. Et ça va nous donner un rapport. Donc, le rapport, c'est combien de fois la vitesse, elle est augmentée ou combien de fois la vitesse, elle est diminuée. Et avec ce rapport-là, tu peux le multiplier par une vitesse, par exemple. Ce que tu peux utiliser aussi, c'est un rapport de diamètre ou tu pourrais aussi utiliser un rapport de rayon. Ça serait tout à fait correct. Donc, tu utilises le diamètre de la roue menante, c'est toujours la même chose. Donc, ton organe moteur sur le diamètre de ta roue menée, donc sur le diamètre de ton organe mené. L'important, c'est que tu utilises les mêmes unités. Donc, tu ne peux pas avoir nombre de dents sur diamètre. Il faudrait que ça soit nombre de dents sur nombre de dents, diamètre sur diamètre ou rayon sur rayon pour avoir vraiment un rapport. Le rapport, ce n'est pas une vitesse, c'est combien de fois ta vitesse elle est augmentée ou diminuée. Maintenant, on va aller voir les fonctions électriques. Donc, vous devez connaître les symboles de ces fonctions-là électriques que je vous présente à l'écran. Donc, premièrement, fonction d'alimentation. Donc, l'objectif, c'est de donner du courant à un système. Ce qu'on pourrait vous demander, c'est ce qu'on a vu dans la pratique. Donc, vous avez certaines parties d'un système, puis vous devez expliquer à quoi il sert. Donc, quand on a une fonction d'alimentation, c'est que l'objectif, c'est de donner du courant à mon système ou à mon objet. Donc, ça pourrait être une pile, ça peut être aussi une source de courant. Puis souvent, on va utiliser ce symbole-ci pour la source de courant ou pour la pile. La grande ligne, c'est le plus, c'est par là où part le courant. La petite ligne, c'est le moins, c'est par là où arrive le courant. Donc, début du circuit, fin du circuit. Ensuite, la fonction de conduction, ça va être le fil conducteur qui va le donner. Donc, la fonction de conduction, c'est d'apporter le courant d'une partie de l'alimentation, d'une partie du système vers une autre partie du système. Donc, ça, c'est la fonction de conduction. La fonction d'isolation, ça va être en fait, l'objectif, ça va être d'isoler le fil électrique, de conserver le courant électrique à un endroit précis, donc dans le fil électrique. Donc souvent, ça va être la gaine de plastique qui va avoir cette fonction-là, la fonction d'isolation. On pourrait avoir aussi des céramiques dans certains objets technologiques qui pourraient avoir cette fonction d'isolation aussi. La fonction de protection, c'est pas une protection de toi, c'est une protection de l'objet lui-même. Donc, l'objectif, c'est de ne pas surcharger l'objet en courant électrique ou de permettre à l'objet de comme cesser le transport de courant pour éviter, par exemple, que l'objet surchauffe. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un fusible. Ça, ici, c'est le symbole du fusible. Ou un disjoncteur, comme on a dans nos maisons. Donc, le disjoncteur, si on branche trop d'appareils, donc on demande une surcharge d'électricité à une partie de notre système électrique de maison, le disjoncteur va sauter. Il va dire comme là, c'est trop, ça devient dangereux. Donc, il va fermer le courant électrique. Les fonctions de commande, ce sont souvent des interrupteurs. Les fonctions de commande, ils vont permettre de fermer le circuit électrique, donc de laisser passer le courant, ou d'ouvrir le système électrique, donc d'arrêter de faire passer le courant. Quand vous avez des fonctions de commande, donc des interrupteurs,
à analyser dans les objets technologiques, c'est super important d'utiliser les termes ouvrir le circuit quand on va, dans le fond, fermer avec notre interrupteur ou fermer le circuit quand, dans le fond, on va genre power on notre interrupteur. OK? C'est pas les bons mots, là, mais quand tu ouvres ton circuit, ça veut dire que tu arrêtes le courant. Ça ici, c'est un interrupteur poussoir, comme dans le cas du lanceur d'avion de papier. Ça ici, c'est un interrupteur à bascule sur lequel on va seulement peser. Donc, les interrupteurs poussoirs, souvent, ils vont remonter tout seuls quand ils ne sont pas en fonction. Puis les interrupteurs à bascule, ils vont rester en fonction jusqu'à ce qu'on change la position nous-mêmes. Ensuite, on a des fonctions de transformation d'énergie. Donc, on a plusieurs types de transformation d'énergie. On peut passer, par exemple, de énergie électrique à rayonnante, dans le cas d'une ampoule, ou lumineuse, dans le cas d'une ampoule aussi. On pourrait passer de électrique à thermique, dans le cas d'un élément chauffant, ou de électrique à mécanique dans le cas d'un moteur. Donc, ça va être les principales fonctions qu'on pourrait observer sur un objet technologique qui vont nous demander d'identifier. Donc, les objets, les parties qu'il y a dans notre objet technologique qui nous demandent une transformation d'énergie, leur objectif, c'est de transformer l'énergie électrique en une autre source d'énergie. Fait que dans votre analyse d'objets technologiques, c'est super important de l'écrire de cette façon-là aussi. Donc, énergie électrique, c'est fait. Donc, il nous reste les contraintes. Alors, où est-ce que c'est les contraintes? Plus bas peut-être. Contraintes. Donc, on a plusieurs types de contraintes. On a la compression, la traction, la torsion, la flexion et le cisaillement. Donc, la contrainte de compression, ce qu'elle va avoir comme effet sur le matériau, c'est de l'écraser. Donc, par exemple, ça pourrait être des roues sur le plancher, donc compression. Ça pourrait être une partie qui va venir comprimer, qui va faire une compression sur un interrupteur poussoir. Donc, compression, là, c'est appuyer, peser sur un objet, écraser un objet. Un objet, un matériau, une pièce. La traction va avoir comme effet d'étirer. Donc, dans le cas, par exemple, de poulies et de courroies, on va avoir une traction sur les courroies. Donc, on va étirer les courroies. On va tirer sur les courroies. La torsion, c'est vraiment quand on a une partie qui va tordre une autre partie. Donc, par exemple, si je veux dévisser un bouchon, je vais utiliser une contrainte de torsion sur mon bouchon, puis je vais le tourner sur lui-même. Donc, je vais le tordre. La flexion, c'est quand un objet qui va plier. Donc, si par exemple, j'ai une trappe à souris que je veux enclencher, ben, je vais utiliser là, la flexion pour plier une partie de ma trappe à souris. Puis après ça, ben, il va y avoir une grande traction là, comme contrainte entre les deux parties qui vont tenir ensemble. Et le cisaillement, ben là, c'est vraiment quand on va comme. En fait, il faut voir le cisaillement comme si on prenait deux parties d'un objet puis qu'on les amenait là, dans deux directions différentes. Puis là, ça va avoir pour effet de couper. Donc, par exemple, quand on veut couper du papier, c'est du cisaillement. Quand on déchire des choses, c'est du cisaillement. Donc, quand on veut comme, c'est ça, couper, déchirer, fendre, c'est des contraintes de cisaillement. Maintenant, les propriétés mécaniques des matériaux. Donc, la propriété de la dureté, son objectif, c'est de résister à la pénétration et aux rayures. Donc, d'être dur, d'être... quel autre synonyme on pourrait utiliser? Bien, c'est ce qui ne rayera pas, qui va être durable comme objet. Donc, par exemple, de la pierre, ça pourrait être un matériau qui est très dur. La céramique, c'est aussi quelque chose qui est très dur, surtout quand elle est enduite d'un vernis. Donc, si tu la grattes avec ton ongle, si tu passes des souliers à talons hauts dessus,
la céramique, elle ne s'abîmera pas. L'élasticité, c'est la propriété de se déformer puis de reprendre sa forme. Donc, dans le cas, là, par exemple, de notre petit support à batterie dans l'objet qui était le distributeur à mouler, l'objectif, c'est de pouvoir comme ouvrir le support à batterie pour sortir la batterie, puis qu'ensuite, il reprenne sa forme exacte. Donc ça, c'est l'élasticité. Comme un élastique que tu peux étirer, mais que quand tu relâches, il va reprendre sa forme. La résilience, c'est la propriété à résister au choc. Donc, à ne pas se casser quand on a un choc. Donc, par exemple, des pneus de voiture, ils vont être très résilients parce que quand il y a des chocs, donc quand ils vont comme monter ou tomber dans un trou, ils se fendront pas, ils casseront pas. Alors que si on avait des roues genre, je sais pas, là, en verre, ben là, ça casserait tout de suite. La fragilité, justement, c'est la propriété d'un objet qui va se casser facilement. Et la rigidité, ça va être l'objectif, c'est de résister à la déformation. Donc, quand on a quelque chose qui est rigide, c'est pas qui va résister à la pénétration et aux rayures, mais qui va vraiment résister à la déformation, qui va conserver sa forme. Ensuite, dans les métaux, on a aussi la ductilité, qui est la propriété de s'étirer sans se rompre et conserver sa nouvelle forme. Donc, quand on veut faire des grands fils de cuivre, par exemple, on va vouloir que nos matériaux ils soient ductiles pour qu'on puisse les étirer. Puis là, on ne veut pas qu'ils soient élastiques. Là, on ne veut pas que nos fils de cuivre, quand on les étire, ils reviennent. On veut qu'ils restent étirés. Ça, c'est la ductilité. La malléabilité, c'est le fait de s'aplatir ou de se courber sans se rompre et conserver sa nouvelle forme. Par exemple, si on veut faire des feuilles de papier aluminium, on veut que notre matériau soit malléable. Donc, on peut en faire des feuilles sans qu'ils se courbent, sans qu'ils se cassent, puis qu'ils restent en feuilles. Donc ça, les propriétés mécaniques, là, je pense que tu devrais les apprendre par cœur. Puis apprendre ici, ce tableau-là, c'est une excellente idée. Ensuite, propriétés non mécaniques de certains matériaux. On a aussi des matériaux qui peuvent conduire l'électricité, conduire la chaleur, être léger, avoir une neutralité chimique, résister à la chaleur et résister à la corrosion. La corrosion, c'est la rouille. Comment est-ce on peut protéger certains matériaux? Bien, on peut, là, ça, c'est des exemples. On peut appliquer de la peinture pour éviter la dégradation, du vernis, de l'anti-rouille, l'ajout de pigments qui va réfléchir les rayons UV, l'ajout d'antioxydants, des traitements imperméables. C'est des exemples. Et finalement, on a différents matériaux. Ça, on en a parlé justement récemment. Donc, le matériau qui est la céramique. La céramique, c'est de la terre, souvent de la glaise, qui va être chauffée et qui va, c'est ça, être plutôt dure. Donc, les céramiques, leur propriété, dureté, ça veut dire qu'ils ne vont pas, ils vont résister aux rayures et oh, excusez, un coup de tonnerre. Donc, aux rayures. Ils vont être rigides, ça veut dire qu'ils vont pas, ils vont conserver leur forme. Même si on tape dessus, là, ils ne feront pas faire comme ils vont pas comme se déformer, là. Il n'y aura pas comme mettons, une bosse de coup de poing dedans. Ils sont fragiles, donc s'ils ne résisteront pas bien au choc, donc si on les lance par terre, ils vont se casser. Ils ont une neutralité chimique, ils résistent bien à la chaleur et ils résistent bien à la corrosion. Les thermoplastiques, ils sont résilients. Donc résilients, on l'a vu tantôt, c'est le fait qu'ils vont résister au choc. Donc, par exemple, quand on les lance par terre, ils vont garder leur... en fait, ils ne se casseront pas. Ils sont résilients. Ils sont élastiques. Donc, on peut les étirer, ils vont reprendre leur forme.
neutralité chimique, résistance à la corrosion et remodelable sous l'effet de la chaleur. Les thermoplastiques, je vous rappelle, ce sont des plastiques qu'on peut faire fondre, qu'on va pouvoir mettre dans un moule et qui vont pouvoir prendre la forme qu'on veut. Donc, l'avantage des thermoplastiques, c'est qu'on peut leur donner beaucoup de formes. L'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas très solides et résistants. Donc, vu qu'on peut leur donner plein de formes, ils vont avoir tendance à se dégrader, puis ils vont avoir tendance aussi à ne pas pouvoir être utilisés très, très longtemps. Tandis que les thermodurcissables, ce sont des plastiques qui sont très, très, très résistants, mais qui sont plus difficiles à manipuler. C'est plus difficile de leur donner une forme. Eux autres, leurs caractéristiques, c'est qu'ils vont être très durs, ils ont une très grande dureté, très grande rigidité, très grande résilience, une résistance à la corrosion, une résistance à la chaleur, puis ils vont conserver leur rigidité sous l'effet de la chaleur. Donc, quand on travaille avec les thermoplastiques, il faut être sûr de notre forme parce qu'après ça, on ne peut plus rien faire. On peut juste les couper. C'est plus possible de les faire chauffer pour leur redonner une forme. Mais contrairement aux thermoplastiques, ils vont être beaucoup, beaucoup plus résistants. Et je vais retourner voir le iPad. Mais c'est ce qui complète pour l'univers technologique. Donc, on a parlé de ingénierie électrique, on a parlé des matériaux, des contraintes, des propriétés mécaniques, des types de propriétés pour différents matériaux, puis des modifications de propriétés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter des vernis, on peut ajouter des pigments, on peut on peut faire des ajouts qui vont permettre à certains matériaux de mieux résister, par exemple à de l'acide, à certains déversements ou à rayons UV. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire avec les matériaux, on va leur donner la protection qui est adéquate. Donc, par exemple, si j'ai une chaise d'extérieur, ben, je vais vouloir qu'elle résiste au UV. Mais si j'ai des tuyaux qui s'en vont dans le fond de la terre, je ne sais pas pour quelle fonction, puis qui sont en plastique, ben, je vais vouloir qu'ils résistent bien à l'acide, par exemple. Donc, je ne vais pas vouloir qu'ils se dégradent sous la forme chimique. Tandis que ma chaise de patio, il y a moins de chances qu'elle soit confrontée à l'acide, mais elle va être confrontée aux rayons UV. Donc, en fonction de l'objectif de mon objet, de pourquoi est-ce que je l'ai conçu, je vais vouloir avoir des différents types de propriétés qui vont pouvoir conserver ou protéger ces objets-là.